Alors maintenant, nous allons en venir aux apports conceptuels qui ont été développés au cours de la thèse et des apports expérimentaux autour du projet Numalire. Alors tout d'abord, cette thèse a été rédigée sous la forme de Google Doc ouvert aux commentaires. Ça permettait comme ça au directeur de thèse d'avoir accès en temps réel à la dernière version de la thèse et de pouvoir intervenir directement dessus, mais ça permettait aussi de donner à connaître finalement un certain nombre d'informations originales aux personnes qui s'intéressaient au sujet et de bénéficier de leur aide. C'est-à-dire parfois on a pu comme ça avoir des gens qui ont mis des commentaires en disant là je suis pas d'accord, ou là je te suggère de lire tel truc, ou là tout simplement il y a une faute d'orthographe par exemple. Donc ce qui était assez intéressant c'était finalement de faire une thèse sur le crowdsourcing tout en ayant dans le cadre de cette thèse une démarche de crowdsourcing de type un peu hack your PhD, voilà. Alors on a acheté le nom de domaine bibliothèque numérique.fr pour faire ça. Et là, en fait, finalement, avant même la soutenance, on a, euh, on a produit des vidéos sur YouTube avec également un diaporama en Google Doc ouvert aux commentaires, de façon à également recueillir des commentaires concernant la prestation orale de soutenance de cette thèse. Alors, concernant les apports conceptuels originaux, euh, la taxonomie qu'on a produite du crowdsourcing est originale en fait. C'est-à-dire le tableau là qu'on a vu précédemment avec le crowdsourcing explicite, implicite, et dans le crowdsourcing explicite, le crowdsourcing rémunéré ou gratuit. En général, les taxonomies qu'on a trouvées dans la littérature en fait concernaient plutôt les types de profondeur d'engagement en fait, hein, avec une distinction entre le participatif et le collaboratif. Donc nous, on s'est plus basé sur vraiment qualitativement sur les modèles économiques. Après, le diagramme aussi qu'on a vu précédemment sur les types de motivation est une taxonomie originale. Et puis nous nous sommes penchés en fait sur la définition du crowdsourcing en reprenant en fait il y a un article qui a fait la synthèse en fait de toutes les définitions trouvées dans la littérature sur le crowdsourcing et en fait nous avons cherché à discuter cette définition puisque cette définition finalement euh, exclut une bonne partie de ce que nous considérons comme relevant vraiment du crowdsourcing. Elle exclut notamment, par exemple, le crowdsourcing implicite, c'est-à-dire que pour cette définition, euh, il n'y a de crowdsourcing que s'il s'agit de quelque chose de volontaire et de bénévole. Or, nous pensons que par exemple le projet ReCAPTCHA fait totalement partie du périmètre du crowdsourcing en fait. Alors, après, parmi les apports conceptuels originaux qu'on a pu développer au cours de la thèse, il y a ce qui concerne la critique de l'économie politique, c'est-à-dire le fait que le crowdsourcing finalement pouvait répondre d'une certaine manière à la volonté de dépassement de la loi de la valeur, c'est-à-dire au fait qu'il n'y avait plus de corrélation entre la valeur des marchandises et la quantité de travail fourni pour les produire, et surtout que on produisait d'une certaine manière de chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins, et qu'il était tout à fait possible, par exemple, que le premier lecteur de Wikipédia, c'est-à-dire son premier consommateur, soit quelqu'un qui n'ait jamais rien produit dans Wikipédia, et qu'au contraire, quelqu'un qui va énormément rédiger d'articles dans Wikipédia, par contre, va être éventuellement quelqu'un qui va très peu lire. Il n'y a plus de corrélation entre les deux. Le slogan de travail égal, salaire égal est complètement dépassé. Et donc ça, c'est quelque chose que nous n'avons pas retrouvé, en tout cas dans la littérature. Après, l'autre apport peut-être intéressant, c'est celui du calcul des coûts et des bénéfices. Alors malheureusement, nous n'avons pas pu trouver pour énormément de projets les données nécessaires à ce calcul, mais nous avons quand même réussi à le faire pour quelques-uns d'entre eux, et nous avons vraiment cherché à comparer
de manière très pragmatique, euh, notamment pour la correction de l'OCR, si finalement tel ou tel projet, combien est-ce que ça aurait coûté, au lieu de faire appel à des bénévoles sur Internet, combien ça aurait coûté de faire appel à vraiment un prestataire en reprenant nous-mêmes les tarifs que nous connaissons sur le marché. Alors, nous avons aussi tout au long de ces développements, dans la partie conceptuelle, euh, étudié en fait les réticences qu'il pourrait y avoir en France et de manière très notable dans les bibliothèques françaises concernant ces modèles économiques, en étudiant en fait un aspect un peu d'économie de rentier qui peut exister avec effectivement un certain nombre de phénomènes de concours de la fonction publique qui ne sont pas parfois sans rappeler finalement les licences dont bénéficient les chauffeurs de taxi qui sont en cours d'ubérisation. Si on regarde un petit peu ce qui se passe dans les actualités, eh bien en fait on pense que un phénomène assez similaire, finalement d'ubérisation d'une certaine manière des bibliothèques pourrait se produire et provoquer aussi des réactions, puisque finalement il y a une remise en question de l'autorité du conservateur de bibliothèque par l'amateur, qui peut être assez mal vécu, avec le fait d'avoir recours à du travail gratuit, de bénévoles, ou voire même du travail sous-payé d'internautes rémunérés, si on parle de crowdsourcing rémunéré. Donc tout ça n'est pas sans provoquer des réticences. Et puis, il y a vraiment cette idée que l'économie de rentier, c'est-à-dire de titulaire de la fonction publique, est assez comparable à la situation finalement par exemple, des professions réglementées. Et puis enfin, pour finir, nous avons en fait cherché à mettre en évidence en fait l'existence de deux conceptions totalement opposées, qui sont pas d'ailleurs forcément, qui peuvent trouver des équilibres entre elles, mais des conceptions opposées qui président au développement de ce type de projet de crowdsourcing, avec effectivement des projets qui cherchent à obtenir une finalité nouvelle avec l'apport des internautes, et puis d'autres projets qui finalement ne cherchent qu'à faire de la communication d'une certaine manière, qu'à démocratiser l'accès à la culture, et qui à aucun moment, pour ces derniers projets, ne chercheront à réellement réutiliser les données produites par les internautes. Alors concernant les expérimentations, nous avons commencé en fait il y a quand même plusieurs années de cela, à l'époque où même nous ignorions l'existence même du terme de crowdsourcing, à faire quelques expérimentations, notamment en étant en poste à l'école vétérinaire de Toulouse, où nous avions eu un mécénat avec la fondation Wikimedia, en fait, qui est derrière Wikipédia, et c'était pour faire numériser une centaine de thèses anciennes de l'école vétérinaire. Donc ces thèses avaient été numérisées et mises en ligne sur Wikisource. Et nous avions constaté que des thèses qui pourtant portaient sur des sujets pas vraiment entre guillemets sexy, c'est-à-dire c'était vraiment sur les maladies des bovins au début du 19e siècle, eh bien les textes avaient été entièrement corrigés par des Wikipédiens. Donc fort de cette première expérience, un peu plus tard, en étant en poste à la bibliothèque Sainte-Geneviève, et dans le cadre de ce qui s'appelait à l'époque un press, qui était Sorbonne Paris Cité, nous avions proposé le développement d'une plateforme de mutualisation d'une bibliothèque numérique pour tous les membres du press et même au-delà. En fait, l'envergure était carrément nationale. Et cette plateforme avait vocation à proposer à la fois la correction participative de l'OCR, donc du crowdsourcing, mais aussi en fait le financement participatif de la numérisation des documents. Et donc là, il s'agissait de crowdfunding. Et donc ce projet avait été financé par la ville de Paris avant finalement d'être abandonné pour des raisons que nous n'évoquerons pas ici. Enfin, nous avons, dans le cadre de cette thèse, en fait, qui fait quand même la plus grande partie finalement de l'expérimentation, nous avons participé au lancement du projet Numalir, qui était un projet de crowdfunding appliqué à la numérisation à la demande. Donc c'est ce qui a fait vraiment l'essentiel des expérimentations en fait.